Et bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Chaque semaine, je prends un livre qui se trouve dans ma bibliothèque et je vous le recommande. Cette semaine, c'est La vie de Plotin, rédigé par Porphyre. Et après Isocrate, nous avons là un aperçu de l'œuvre d'un autre professeur. La notion de professeur à l'époque était assez lâche, puisque tout le monde pouvait faire œuvre de philosophe et tout le monde pouvait se dire professeur. Il n'y avait pas, c'était pas un métier bien défini. Mais là, nous avons encore un autre grand professeur de l'Antiquité en la personne de Plotin. Mais ce n'est pas Plotin qui est l'auteur de cet ouvrage, c'est l'un de ses disciples, qui est aussi un autre grand professeur, Porphyre de Tyr. Alors, la vie de Plotin, c'est pas une œuvre en tant que telle, c'est normalement qu'une introduction à l'ouvrage que Porphyre a édité. Porphyre en l'an 301 de notre ère, édité l'ensemble des traités philosophiques qu'a rédigé son maître Plotin, les Énéades. Et il a écrit une préface à cette édition qui, comme la tradition le veut dans d'autres ouvrages philosophiques et dans d'autres éditions de l'époque, est constituée par la biographie de l'auteur, par la biographie de l'auteur des traités qui sont présentés, c'est-à-dire de Plotin. Et l'édition des Belles Lettres, la collection classique Poche, a fait le choix d'isoler la vie de Plotin des Énéades, parce qu'elle considère que la vie de Plotin est une œuvre en soi, une œuvre littéraire, historique et philosophique. Euh, Elle n'est pas réductible à une simple introduction. Et elle a une valeur documentaire exceptionnelle sur la façon dont Plotin faisait cours et sur l'environnement intellectuel du IIIe siècle de notre ère. Vous savez, le IIIe siècle, l'Empire romain au IIIe siècle, c'est une période assez mal connue. C'est une période marquée par des troubles et par une crise militaire, économique et politique aiguë. Voilà, des crises qui assombrissent le tableau et aussi on a une rarification extrême des sources écrites au IIIe siècle. Et de fait, la vie de Plotin, c'est un témoignage précieux du monde intellectuel tel qu'il existait au IIIe siècle, ce monde intellectuel qui était foisonnant et qui a beaucoup influencé le siècle suivant, qui était le IVe siècle après Jésus-Christ. Alors avant de m'apesantir sur la vie de Porphyre, puis ensuite de parler de la composition de son œuvre, La vie de Plotin, qui introduisait les Énéades, Énéades qui sont parvenus jusqu'à nous, et dont vous pouvez vous lancer dans la lecture des Énéades. Pour l'instant, je vous propose, moi, comme introduction, La vie de Plotin. Alors, je voudrais d'abord m'apesantir sur l'image d'illustration, qui est un bas-relief qu'on a retrouvé sur un fragment de sarcophage. Et pour vous dire la taille immense de ce fragment, il fait 2,40 m de largeur et 1,50 m de hauteur. Et ce n'est qu'une partie du sarcophage, c'est-à-dire que c'était un sarcophage tout à fait monumental qui a été retrouvé à Rome et qui est aujourd'hui conservé au musée du Vatican. Le fragment seulement. Le fragment que vous avez là sur le livre est conservé au musée du Vatican. Et vraisemblablement, il devait y avoir aussi à l'intérieur un cercueil en bois. Donc c'était un sarcophage en marbre très richement orné avec des sculptures inédites où était conservée la dépouille d'un personnage très important. Et ce personnage est mis en scène dans ce bas-relief où il est présenté selon l'idéal de l'homme cultivé,
de l'homme qui lit, qui déroule un volumen et qui est encadré par des personnes qui l'écoutent attentivement. Cet homme cultivé, c'est l'idéal du musicos aner, de l'homme qui se met sous la protection des muses et qui cultive tous les arts et tous les domaines de la culture pour atteindre un idéal d'homme cultivé. C'est un polymathe. Un polymathe, c'est une personne qui a la prétention de tout connaître et d'être savante dans tous les domaines. Ce sarcophage est daté de 280 après Jésus-Christ, donc nous sommes à la fin du IIIe siècle. Et comment on l'a daté? Par le style, tout simplement, le style des sculptures, qui sont d'une grande finesse, mais qui en même temps annoncent euh, le style qui est qualifié au IVe siècle de géométrique, car on voit dans la tête, dans le visage du personnage principal, une finesse dans l'exécution, certes, mais déjà quelque chose qui annonce la figure des tétrarques et de l'art tétrarchique qui va suivre juste après, où il y a un côté géométrique qui commence à se dessiner dans ce visage qui est sculpté. Euh, le sarcophage, qu'on appelle le sarcophage du philosophe, puisqu'il met en scène un personnage en tenue philosophique, puisqu'il porte la tenue grecque, la toge du philosophe, en train d'enseigner, vraisemblablement. Il a aussi été identifié comme le sarcophage de Plotin. Et c'est pour cette raison qu'il a été choisi par les belles lettres pour figurer l'image peut-être de Plotin. On a cru reconnaître Plotin dans cet homme. Et la richesse du sarcophage pourrait aussi désigner qu'il a profité de l'admiration de très nobles élèves, puisque Plotin a accueilli dans ses cours des sénateurs et des hommes très riches qui ont pu de fait financer les funérailles de cet illustre philosophe qui était même considéré comme un homme divin, un homme qui n'était pas comme les autres et qui avait accès au divin, un Teios aner. De fait, on a un doute sur l'identification du personnage, mais si ce n'est pas Plotin, c'est en tout cas un grand personnage de l'aristocratie romaine qui faisait profession de philosophie. Alors, il y a un passage de la vie de Plotin qui pourrait se référer à ce sarcophage, puisque ce qui est remarquable dans ce sarcophage, c'est que les deux premières personnes qui écoutent le cours de cet homme cultivé, qui écoutent la parole de ce philosophe, ce sont des femmes. Et on sait que Plotin, les cours de philosophie de Plotin étaient très, si je dire très, les cours de Plotin étaient très inclusifs, puisqu'ils accueillaient des femmes. Et Plotin lui-même faisait ses cours dans la demeure d'une riche aristocrate romaine qui était même qui a été la femme pendant un temps d'un empereur romain qui a régné pas très longtemps, Trébonien Gall, qui est mort en 253 de notre ère. Et donc Plotin était hébergé par une très grande femme de l'aristocratie romaine. Et il accueillait et il faisait cours et il permettait aux femmes d'assister à ses cours. Donc regardez, je vais vous lire le passage de la vie de Plotin qui correspondrait, qui concorderait bien avec le sarcophage trouvé à Rome et qui est aujourd'hui le fragment de sarcophage qui est conservé aujourd'hui au musée du Vatican. Il eut aussi parmi ses disciples des femmes qui lui étaient fort attachées. Gémina, dans la maison de qui il habitait, sa fille Gémina, qui portait le même nom que sa mère, Amphiclée, qui devint la femme d'Ariston, fils de Jamblique. Ces femmes étaient très attachées à la philosophie. Beaucoup d'hommes et de femmes, des meilleures familles, au moment de mourir, lui faisaient amener leurs enfants, garçons ou filles, et il les lui confiait, avec toute leur fortune, comme il les aurait confiés à un gardien sacré et divin. Aussi, sa maison était remplie de jeunes garçons et de jeunes filles, entre autres Polémon, par souci de son éducation. Il l'écoutait souvent, même quand il faisait des essais poétiques. Il avait même la patience d'examiner les contes que rendaient les tuteurs de ses enfants, et il veillait à ce qu'ils fussent exacts,
Tant que ces enfants n'étaient pas des philosophes, disait-il, il fallait leur conserver intacts et préserver leurs biens et leurs revenus. Donc vous voyez, Plotin accueille des femmes à ses cours et bon, ils accueillent surtout les femmes provenant de la grande aristocratie romaine, des femmes qui profitaient d'une liberté inédite, je pense, en leur temps, du fait de leur statut, du statut social qui était le leur et qui leur permettait à la fois d'héberger un philosophe illustre comme Plotin et de suivre ses cours avec attention. Et vous voyez bien que sur le fragment de ce sarcophage, les femmes suivent attentivement le cours du philosophe en question. Alors Porphyre est l'auteur de cette vie de Plotin et c'est celui qui nous donne le plus de détails sur un Plotin qui n'aimait pas se décrire, qui considérait que parler de soi-même c'était entraver, c'était mettre une entrave à l'étude de la philosophie qui devait être le but essentiel de la vie. Cette étude de la philosophie qui avait pour but et fin, selon Plotin, de s'unir à Dieu. De s'unir à Dieu. Alors Porphyre, c'est un érudit, un illustre érudit qui a laissé, outre à la postérité les œuvres de son maître qui était Plotin, des œuvres et des commentaires sur les philosophes de l'Antiquité tels Platon et Aristote. Il serait né Porphyre de Tyr en 234 de notre ère et il est d'origine phénicienne. Et vous voyez bien là à quel point l'Empire romain était cosmopolite et à quel point des personnes de diverses origines pouvaient se mélanger, se côtoyer et aller aussi bien à Athènes qu'à Rome. Puisque Porphyre de Tyr, on nous dit qu'il aurait été chrétien au départ et qu'il aurait renié du fait de bagarres de rue à Césarée. Mais voilà, ce n'est pas sûr. Ce qui pourrait expliquer le fait que Porphyre a ensuite été un polémiste véhément contre le christianisme. Et il a ensuite été à Athènes suivre les cours de Longin, qui était aussi à la fois un rhéteur et un philosophe. Alors aussi, je voudrais revenir, avant de reprendre la vie de Porphyre, sur le sarcophage. Le sarcophage aussi, c'est caractéristique du IIIe siècle. Le mode des funérailles et des enterrements par inhumation du corps est revenu au IIIe siècle et s'est généralisé dans l'aristocratie, a remplacé l'incinération, du fait certainement de l'influence d'un christianisme de plus en plus grandissante au IIIe siècle, qui fait que la généralisation de l'inhumation du corps est devenue la règle petit à petit. Et il y a eu des phases où l'incinération a prédominé, puis l'inhumation. Mais là, c'est l'inhumation et la présence des sarcophages attestent cette prégnance pour l'inhumation des corps. Et on peut douter que l'influence chrétienne a eu sa part, puisque vous savez qu'il est interdit pour un chrétien de se faire incinérer. Porphyre, donc, va à Athènes suivre les cours de Longin. Longin qui est aussi un philosophe qu'on appelle néoplatonicien. Plotin serait le fondateur du néoplatonisme. Ce mot de néoplatonisme, c'est un néologisme qui a été fondé au XVIIIe siècle par un philologue britannique du nom de Thomas Taylor. Les principaux concernés à l'époque, au IIIe siècle, s'appelaient et s'identifiaient et se reconnaissaient comme des platoniciens, tout simplement. C'est simplement avec le recul historique et les besoins de classification qui sont indispensables dans chacune des sciences humaines qui ont donné naissance à ce néologisme de néoplatonisme pour pouvoir bien faire la différence entre les différents courants de pensée et ainsi pouvoir rédiger une histoire de la philosophie, une histoire des idées. Donc ils se reconnaissaient comme
comme des platoniciens de fait. Et donc Porphyre a d'abord suivi les cours de Longin. Longin qui lui aurait donné son nom de Porphyre, puisque Porphyre s'appelait de son nom primitif Malchos, qui voulait dire roi en phénicien. Et Porphyre, par un jeu de mots, Longin, par un jeu de mots, l'a renommé Porphyre. Porphyre, puisque ça fait référence à la pourpre qui d'ailleurs était produite en grand nombre à Tyr, et que ça faisait référence à son nom de roi. Donc Porphyre. Et Porphyre a ensuite découvert Plotin à un âge, pas avancé, mais un âge mature. À 30 ans, il fait la rencontre de Plotin à Rome, puisque Plotin a établi depuis 246 une école de philosophie à Rome. Et c'est là qu'il rencontre Plotin qui a 59 ans et qu'il devient son disciple. D'abord, il essaye de combattre les idées de Plotin sur le fait que le débat qui a eu lieu entre Plotin et Porphyre était le suivant. L'intellect peut-il percevoir l'intangible ? Et Plotin a confié à son disciple Amelius Gentilianus de répondre à Longin. Souvent, Plotin, ce n'est pas lui-même qui répondait. Il faisait cours, ses disciples écoutaient, et il confiait à ses disciples des missions, comme la mission de répondre à ses détracteurs. Et donc c'est Amelius Gentilianus qui a répondu par 2 fois à Porphyre pour lui prouver que l'intellect pouvait percevoir l'intangible. Et Porphyre a été petit à petit convaincu, a rédigé ce qu'il appelle une palinodie, c'est-à-dire un changement d'opinion, qui lui a permis tout à fait d'intégrer ensuite l'école de Plotin, et il est resté le disciple fervent de Plotin jusqu'à la mort de Plotin en 270. Et de fait, c'est un peu prétentieux, peut sans doute d'écrire une vie de Plotin alors qu'on a connu le principal intéressé à l'âge de 59 ans. Il n'a pas beaucoup de détails, Porphyre, finalement, sur la vie de Plotin. Il a plutôt des détails sur les cours. Et c'est pour cette raison que la vie de Plotin ne donne que très peu de précision sur la vie en tant que telle de Plotin et de date. Même si Porphyre, malgré le peu de connaissances et d'informations qu'il a sur Plotin, date précisément les principaux points de la vie de Plotin. Car Porphyre a non seulement rédigé une vie de Plotin, mais il est aussi un historien. Porphyre, c'est un polymathe, c'est quelqu'un qui touche à tout aussi. Il est philologue, Porphyre. Il est historien, il a rédigé une chronique historique allant de la guerre de Troie jusqu'au règne de Claude le Gothique. Il a aussi rédigé une histoire de la philosophie. Il a rédigé un commentaire de la logique d'Aristote qui a connu une postérité immense et qui a donné lieu à la querelle des universaux au Moyen-Âge, l'Isogogué, qui a été ensuite traduit du grec au latin par Boès, qui est l'œuvre la plus connue, la plus célèbre et celle qui a été la mieux transmise de Porphyre, l'Isogogué, le commentaire sur la logique d'Aristote de Porphyre. Il a écrit des traités contre les zoroastriens. Porphyre, il a écrit des traités contre les chrétiens, et il est apparu comme un grand détracteur des chrétiens. Ces traités contre les chrétiens ont été détruits à la fin de l'Empire romain par l'empereur Valentinien III. Mais il reste comme un grand polémiste et un grand débatteur. Et il le prouve de fait, son esprit de débat, quand il entre à l'école de Plotin et qu'il défie Plotin lui-même sur ce débat, si l'intellect peut percevoir l'intangible. Donc oui, Porphyre a très peu d'informations sur Plotin, mais il donne des dates précises. Et le début de la vie de Plotin, aborde très rapidement la mort de Plotin. En 2 paragraphes, il a résumé la vie humaine de Plotin, et ensuite il se concentre sur la façon dont Plotin faisait cours et sur ce qu'il enseignait dans ses cours. Donc c'est une biographie qui se concentre et qui s'organise par thème plutôt que par le temps.
plutôt que par le temps, c'est plutôt par thème que la biographie de Plotin est organisée. En grands thèmes, en anecdotes philosophiques et en traits signifiants sur la vie de Plotin. Alors je vais vous lire le début de la vie de Plotin, comme ça vous allez vous faire une idée sur cette introduction qui est aussi inédite à l'époque. Une introduction qui commence par le fait que déjà on commence sur la mort du philosophe dont on veut décrire la vie, et ensuite on dit que ce philosophe n'aimait pas et ne voulait pas qu'on le décrive, ce qui est paradoxal, et ne voulait absolument pas qu'on lui tire le portrait. Son seul but, son seul objectif, c'était de s'effacer derrière son œuvre, c'était de s'effacer derrière la philosophie. Alors regardons ce que dit Plotin au tout début de la vie ce que dit Porphyre de Plotin au tout début de la vie de Plotin. Plotin, le philosophe qui a vécu de nos jours, semblait avoir honte d'être dans un corps. Du fait de cette disposition, il se refusait à rien raconter sur sa famille, ses parents ou sa patrie. Il ne voulait souffrir ni peintre ni sculpteur, et même, comme Amélius lui demandait de permettre qu'on fît son portrait, il lui dit « N'est-ce pas assez de porter l'image dont la nature nous a revêtus ? Faut-il encore permettre qu'il reste de cette image une autre image plus durable, comme si elle valait qu'on la regarde ?» Il refusait donc, et ne consentait pas à poser. Mais Amélius avait un ami, Cartérius, le meilleur des peintres d'alors. Il le fit entrer et assister aux cours de Plotin. Pouvait en effet les fréquenter qui voulait. Il lui permit ainsi de s'habituer à se représenter Plotin de plus en plus nettement, à force de le voir, grâce à une attention toujours plus soutenue. Puis, Cartérius peignit le portrait d'après le dessin qu'il gardait en sa mémoire. Amélius corrigea l'esquisse pour atteindre une plus grande ressemblance, et on eut ainsi, grâce au talent du peintre, un portrait fort ressemblant, sans que Plotin n'en sût rien. Il souffrait souvent de maladies cœliaques, mais il ne voulut jamais prendre de lavement, parce que, disait-il, pareil remède n'était pas convenable pour l'homme âgé qu'il était. Il refusa aussi de prendre de la thériaque, disant qu'il ne portait même pas à sa bouche la nourriture constituée de la chair des animaux domestiques. Il ne se baignait pas, mais chaque jour il se faisait faire des frictions chez lui. Au moment où la peste fit rage, il arriva que les hommes qui faisaient ces frictions moururent, et il négligea ce genre de soins. Peu à peu, il laissa s'installer en lui une angine très grave. Tant que je fus près de lui, rien de tel ne se déclara encore. Mais après mon départ, la maladie s'aggrava à un tel point, d'après ce que me dit à mon retour son compagnon Eustochius, resté près de lui jusqu'à sa mort, que sa voix perdit sa clarté et sa sonorité, et qu'elle devint enrouée. Sa vue s'affaiblit. Ses mains et ses pieds se couvrirent d'ulcères. Comme ses amis évitaient de le rencontrer parce qu'il avait l'habitude de les saluer en les embrassant, il quitte la ville pour aller en Campanie, où il se retire dans le domaine de Zétus, un de ses vieux compagnons, déjà mort à ce moment. Ce domaine lui fournissait les vivres nécessaires. On lui en apportait aussi des propriétés que Castricius possédait à Miturne. Quand il fut sur le point de mourir, Eustochius, qui résidait alors à Pouzole, arriva tardivement auprès de lui, comme il ne le raconta lui-même. Plotin lui dit « Je t'attends encore ». Il lui dit aussi « Je m'efforce de faire remonter ce qu'il y a de divin en moi à ce qu'il y a de divin dans l'univers ». À ce moment, un serpent passa sous le lit dans lequel il était couché et se glissa dans un trou de la muraille, et Plotin rendit l'âme. Il était âgé, au dire de Eustochius, de 66 ans. C'était à la fin de la 2e année du règne de Claude. Et vous voyez la mort de Plotin et se fait sous le signe d'un présage mystique, puisqu'un serpent serait passé sous le lit de Plotin pour s'engouffrer dans une partie de la muraille, et qu'à ce moment-là, Plotin aurait rendu l'âme. Et en Grèce, l'âme est souvent assimilée au serpent. Le génie, vous savez, les génies romains, il y a les serpents. L'âme, le daimon de Plotin, est sorti de son corps par le truchement d'un serpent. Et donc on a là on a presque là une sortie du corps réservée aux plus sages des hommes, aux plus divins des hommes, où le serpent s'est emparé de l'âme de Plotin pour l'envoyer dans les astres. Ce qui fait que Plotin n'est pas un homme comme les autres, c'est quelqu'un qui a accédé plusieurs fois et qui a connu plusieurs expériences mystiques d'union avec la divinité,
d'union avec Apollon. Et c'est significatif. Après, la vie de Plotin, qui ressemble beaucoup et qui peut ressembler beaucoup à la vie d'Apollonios de Tyane, de Philostrate d'Athènes, il est moins marqué par le mysticisme et moins marqué par le surnaturel que dans la vie d'Apollos de Tyane, qui fait beaucoup de miracles et qui a beaucoup plus où il y a beaucoup plus d'éléments magiques. La vie de Plotin reste quand même marquée par le saut du réalisme, et donc on trouve quelquefois des éléments mystiques, mais pas autant que dans d'autres vies de philosophes tels Apollonios de Tyane. Et ensuite, Porphyre déroule la vie de Plotin en montrant comment ses cours se passaient. Alors, quelle est la différence entre le platonicisme et le néoplatonicisme? Quelle nouveauté a introduit Plotin? Eh bien, Plotin, il a repris le platonicisme, et les cours de Plotin, ce n'était pas simplement des cours sur des sujets qu'on voulait résoudre, comme pouvait l'être au départ ce qui constituait le fond de la philosophie antique, mais c'était plutôt un cours où on faisait de l'exégèse de textes déjà existants, c'est-à-dire que Plotin étudiait, lisait les textes de Platon, les textes d'Aristote, et même les textes de Pythagore, et il en faisait un commentaire détaillé. Le tout et tout l'essentiel des cours de Plotin, c'était d'interpréter l'œuvre de Platon, d'Aristote et de Pythagore, et d'en donner une explication, de trouver dans Platon le sens caché de chaque traité de Platon, et de l'expliciter, et de dire en quoi cela pourrait et peut servir à l'homme pour s'unir avec Dieu. En réalité, le néoplatonisme introduit un plus fort écho théologique, c'est-à-dire que le platonisme devient religion avec Plotin. Il y a une vertu théologique, il y a une science exégétique, et une science exégétique qui n'est pas si différente de cette science exégétique qui avait cours en parallèle chez les chrétiens, qui essayaient eux aussi de commenter les évangiles et de trouver le sens caché de chaque évangile, de produire un commentaire pour chaque évangile, de gloser. Eh bien lui, Plotin faisait la même chose, mais il glosait Platon, il glosait Aristote, il glosait Pythagore, et il n'était pas seulement un glosateur de Platon. Il prenait tout un panorama de philosophes, Aristote, Pythagore, pour constituer cette philosophie néoplatonicienne. Et voilà, ça ne peut pas se réduire qu'à Platon, mais c'est... En fait, pour Plotin, Aristote est une introduction à Platon. Voilà, il reclasse les œuvres philosophiques et il en donne sa propre interprétation. Aristote serait pour Plotin une introduction à Platon. Et Plotin, on le considère comme le fondateur du néoplatonicisme. Mais pour être plus juste, si on retrace sa vie et les quelques éléments datés de sa vie, il a été inspiré par des maîtres et par des professeurs. Porphyre nous dit que Plotin a commencé à étudier la philosophie à l'âge de 28 ans à Alexandrie, à l'école d'Alexandrie. Il avait pour professeur Ammonios Sokos d'Alexandrie, et d'ailleurs il a eu le même professeur que Longin, qui a ensuite enseigné à Athènes et qui a d'abord été le premier professeur de Porphyre. Ammonius Sokos, qui serait de fait le véritable fondateur du néoplatonisme, puisque c'est lui qui a inspiré le jeune Plotin, qui à 28 ans commençait à s'intéresser à la philosophie. Il serait né à Lycopolis, selon un abdessar de Plotin, donc dans une commune d'Égypte. Il est originaire de l'Égypte. Et il serait remonté à Alexandrie pour suivre les cours de philosophie. Pendant 10 ans, il a suivi les cours d'Ammonios Sokos. Et ensuite, vers l'âge de 39 ans, il a rejoint, parce qu'il s'intéressait aussi aux rites et à la mystique orientale, il a rejoint l'armée en marche de l'empereur Gordien III, qui s'était lancé dans une expédition contre les Perses sassanides.
Et donc, de fait, vraisemblablement, il a participé à l'expédition de Gordien III vers les Perses, vers la Perse et vers l'Orient, pour peut-être retirer des informations mystiques sur l'Orient. Et il a, vous savez, Gordien III a été battu à Misiche par Chapor II, et le jeune empereur a été tué. Et Plotin, nous dit Porphyre, a eu beaucoup de mal à s'en sortir, puisque c'était quand même un désastre et une débâcle de l'armée romaine face aux Perses. Et il a réussi à rejoindre Antioche. Et de là, euh, d'Antioche, il a pu rejoindre Rome par les flots. Et c'est à Rome, sous le règne de l'empereur Philippe l'Arabe, que, passé 40 ans, il fonde son école, sa propre école néoplatonicienne à Rome. Et cette école qui va instruire toute l'aristocratie romaine et tout le Gotha romain jusqu'en 270, jusqu'à l'année de la mort de Plotin. Et voilà, il faut aussi souligner que le néoplatonisme s'inspire aussi de la mystique orientale, des oracles chaldéiques et de tout ce qui est science oraculaire, puisque Plotin prétend converser avec Apollon. Et plusieurs oracles, Porphyre cite plusieurs oracles qui attribuent à Plotin des qualités humaines extraordinaires, des qualités divines, qui font de lui un homme divin, et ces oracles sont rédigés par Apollon lui-même. Donc tout ce qui est science oraculaire, ça fait aussi partie du néoplatonicisme, et c'est en cela que ça se différencie du platonisme. Donc voilà, Plotin devient le maître de sa propre école à Rome, après la débâcle en Orient. Et voilà, si vous voulez, je vais vous lire un passage qui va vous donner un aperçu de comment se déroulait un cours de Plotin et de quel texte faisait aussi l'objet des cours de Plotin. Quel texte pouvait être commenté. Alors voilà, Porphyre nous donne dans sa Bible de Plotin, il nous donne un petit extrait de ce qui était enseigné à Rome dans les cours de Plotin. Plotin était très estimé et vénéré. Ah non, c'est pas ça. C'est plus loin. Voilà, quand il écrivait, ça c'est un autre extrait que je vais vous lire après. Quand il écrivait, il avait un style concis, plein d'idées. Bref, ses écrits surabondent de pensées plutôt que de mots. Il écrivait surtout d'inspiration, tout passionné par son sujet, qu'il partageât les doctrines ou les exposa. Sont mélangées dans ses écrits, sans qu'on s'en aperçoive, les doctrines stoïciennes aussi bien que les doctrines péripatéticiennes. Il fait aussi un emploi fréquent de la métaphysique d'Aristote. Il n'y aura pas ce qu'on appelle les théorèmes de la géométrie, de l'arithmétique, de la mécanique, de l'optique et de la musique. Il n'était lui-même nullement préparé à traiter ces sciences à fond. Dans ses cours, il se faisait lire d'abord les commentaires de Sévère, de Cronius, de Numenius, de Gaius ou d'Atticus, et parmi les péripatéticiens, ceux d'Aspasius, d'Alexandre, d'Adraste ou ceux qui se trouvaient. Mais aucun passage de ces auteurs n'était lu simplement et sans plus. Il y ajoutait des spéculations propres et originales et des explications dans l'esprit d'Ammonius. Il se pénétrait rapidement du sens des passages lus, et après avoir donné brièvement le sens d'une profonde théorie, il se levait. Comme il s'était fait lire 2 traités de Longin sur les principes et l'amateur d'Antiquité, Longin, dit-il, est un philologue, mais nullement un philosophe. Un jour, Origène vint à son cours. Il rougit et voulut se lever. Prié par Origène de parler, il dit qu'on n'en avait plus envie, lorsqu'on était sûr de s'adresser à des gens qui savaient ce qu'on allait dire soi-même. Il continua un peu la discussion et se leva pour partir. J'avais lu à la fête de Platon un poème sur le mariage sacré. Et comme une grande partie de ce poème était dite de façon mystique, sous l'effet de l'inspiration, à mots couverts, quelqu'un dit « Porphyre est fou ». Plotin dit, de manière à être entendu de tous, « Tu as montré à la fois le poète, le philosophe et l'hiérophante. » Vous voyez, les cours de Plotin faisaient intervenir aussi ses élèves. Porphyre avait composé au moment de l'anniversaire de Platon un discours plutôt matiné de mysticisme et d'ésotérisme, et Plotin l'avait loué
en lui montrant qu'il avait su allier la poésie, la philosophie et le culte des mystères. Euh, le texte continue. Un jour, le rhéteur Diophane lut une apologie en faveur de l'Alcibiade du banquet de Platon. Il y soutenait qu'il faut, pour apprendre la vertu, se mettre soi-même à la disposition de son maître s'il désire un rapport sexuel. Plotin fut pris d'agacement, et il se leva plusieurs fois pour quitter l'assemblée. Mais il se contint. Et quand l'auditoire se fut séparé, il me prescrivit, à moi Porphyre, d'écrire une réponse à cette apologie. Diophane ne voulut pas me donner son livre. Je retrouvai de mémoire ses arguments, et devant les mêmes auditeurs réunis, je lus ma réponse. Plotin en fut si satisfait que, même pendant ses cours, il répétait continuellement « Frappe ainsi si tu veux devenir une lumière pour les hommes ». Et vous voyez que les cours de Plotin pouvaient aussi être le cadre de débats passionnés sur les textes de Platon. Diophane, le rhéteur, a donné une de ses interprétations personnelles sur le banquet de Platon, interprétation qui a manifestement déplu à Plotin, et Plotin, comme toujours, ne se charge pas des réponses, mais confie à ses disciples le soin de répondre à ceux qui l'agacent, à ceux dont il veut combattre les idées. Donc le cours de Plotin n'avait pas une structure préétablie, prescrite et rigide. Les cours de Plotin étaient souples, bénéficiaient d'une souplesse inédite. C'était un rendez-vous quasiment mondain. L'aristocratie romaine s'y rendait. Beaucoup de sénateurs étaient élèves, disciples de Plotin. Il y avait aussi des chrétiens. Tout le monde pouvait accéder aux cours de Plotin, tout le monde pouvait y intervenir, mais la parole qui dominait la masse, la parole qui dominait la foule, c'était quand même celle de Plotin, et c'était quand même Plotin qui était revêtu d'une certaine autorité par rapport aux autres. Et Plotin était célèbre de son temps, de son époque. Tout l'Empire romain, tous les philosophes de l'Empire romain lui envoyaient des lettres. Notamment Longin, l'ancien professeur de Porphyre, a envoyé beaucoup de lettres à son ancien disciple pour que cet ancien disciple lui transmette les œuvres de Plotin. Il dit, Longin, qu'il voudrait qu'il lui transmette de façon plus correcte les œuvres de Plotin, puisque les œuvres et les écrits de Plotin qui ont déjà été transmis à Longin, et donc que vous retrouvez dans les Énéades, qui sont l'essentiel et l'œuvre intégrale de Plotin, Longin dit que voilà, il y a des fautes, peut-être que ça a mal été transcrit. Or non, Porphyre dit que Plotin, l'originalité de Plotin est que Plotin n'accordait aucune valeur à la forme et accordait tout au fond des choses, à la quête philosophique. C'est pour cette raison que Plotin, quand il écrivait d'abord, Porphyre nous dit que Plotin écrivait mal, il écrivait rapidement, comme poussé par un élan mystique. Il détachait parfois il ne détachait pas les mots correctement, et en plus il ne se souciait pas de l'orthographe. Donc il écrivait en grec. Bon, Porphyre écrit aussi sa vie de Plotin en grec. Le grec, quand on fait œuvre de philosophe, normalement la langue qu'on utilise, c'est la langue des philosophes, c'est le grec ancien. Et voilà, Plotin ne faisait pas... on ne sait pas si c'est une excuse, mais comme il avait une vue très réduite, d'après Porphyre, il avait une très mauvaise vue, il écrivait un peu à l'aveugle, inspiré, dans une transe mystique. Et c'est Porphyre, finalement, qui était chargé de retravailler la forme pour mettre en valeur le fond extraordinaire de la philosophie de Plotin. Et Plotin s'attirait donc les faveurs de la grande aristocratie romaine. Il était l'ami personnel de Salonine, l'impératrice, la femme de Galien, puisque Plotin a connu, l'école de Plotin a connu ses plus grandes heures sous le règne de l'empereur Galien, qui était un empereur très, très tourné vers la culture, qui était un des rares empereurs philhellènes du IIIe siècle, qui a été un empereur qui s'est rendu à Athènes, Galien, qui s'est initié au mystère d'Éleusis, et qui baignait dans ce foisonnement de culture. Et Plotin savait tellement, et connaissait Galien, et savait que l'empereur était intéressé par la culture, par la philosophie, qu'il a proposé un projet fou à Galien, c'est-à-dire le projet de fonder une cité en Campanie, ex nihilo, de l'appeler Platonopolis, et
d'exaucer le vœu de Platon, de fonder cette fameuse cité idéale décrite dans la République de Platon, et de mettre en pratique toutes les consignes qui avaient été données par Platon dans sa République. Et quel est ce passage? Je vais vous le lire. Ce projet ne s'est pas fait, mais il était en passe de se faire. Et c'est bien là une idée des platoniciens du temps, que de vouloir mettre en pratique, après avoir commenté tant de fois et tant de fois Platon, de vouloir mettre en pratique les idées du maître Platon. Alors regardez un peu le projet de Platonopolis qui avait été pensé par Plotin. Plotin était très estimé et vénéré par l'empereur Galien et sa femme Salonine. Il profita de cette amitié pour leur demander de restaurer pour les philosophes une ville qui, paraît-il, avait existé en Campanie, et qui, d'ailleurs, était complètement détruite. On donnerait à la ville restaurée le territoire avoisinant. Ses futurs habitants devaient suivre les lois de Platon, et elle devait prendre le nom de Platonopolis. Il promettait lui-même de s'y retirer avec ses compagnons. Le philosophe aurait très facilement obtenu ce qu'il voulait si quelques personnes de l'entourage de l'empereur n'y avaient fait obstacle par jalousie, par malveillance ou par quelque autre motif aussi méchant. Donc de fait, le projet de Plotin ne s'est pas réalisé. D'après Porphyre, ce sont les membres de l'entourage de l'empereur. Il faut savoir que Galien était entouré de personnes qui n'avaient pas une grande appétence pour la culture. Il était entouré de militaires de carrière, et tout son état-major était constitué de ce qu'on va appeler plus tard les empereurs illyriens, était constitué de personnages qui avaient fait toute leur carrière dans l'armée, de militaires rudes, de personnes qui mettaient la priorité sur le redressement de l'Empire romain, puisqu'on était dans une période où l'Empire romain, au moment où Plotin fait cette demande à Galien, l'Empire romain connaît une crise absolue, puisque la partie occidentale allant de la Gaule à l'Espagne a fait sécession de Galien, et des empereurs dits gaulois se sont autoproclamés empereurs romains. Postumus a fait sécession de Galien. Et à l'est, c'est Palmyre, avec Zénobie, qui commençait aussi à se détacher de l'autorité de Galien, sauf que Galien a pu corriger le tir en nommant et en déléguant au mari de Zénobie, dont j'ai perdu le nom, le titre de Corrector Totius Orientis, corrector de tout l'Orient, dirigeant de tout l'Orient. Mais voilà, il y avait aussi l'invasion et la recrudescence des invasions barbares, et en premier lieu des Goths, qui ont pillé Athènes en 267 de notre ère, même en 266, qui ont envahi la Grèce continentale. Et donc l'Empire romain avait peut-être autre chose à faire que de financer une cité pour les platoniciens en Campanie, de financer un projet un peu farfelu de recréer la cité idéale de Platon dans le sud de l'Italie. C'est peut-être pour ça que Galien a refusé. Galien avait certainement l'idée de réaliser le vœu de Plotin en tant que fidèle disciple de Plotin, et surtout sa femme Salonine, qui était une des femmes qui regardait et qui suivait assidûment les cours de Plotin à Rome. Mais bon, la réelle politique a repris les devants certainement, et on s'est dit ce n'est pas très sérieux au vu des difficultés immenses que traverse l'Empire. Ce n'est pas très sérieux et très crédible de mettre ce projet en place, ce projet qui est un peu déconnecté des préoccupations et des urgences du moment. Donc Plotin a continué ses cours. On nous dit que Plotin a... il y a des moments un peu mystiques dans la vie de Plotin, puisque l'un des moments les plus mystiques de la vie de Plotin, décrit par Porphyre, c'est le moment où un prêtre d'Alexandrie vient à Rome défier Plotin, enfin analyser Plotin. Plotin devient un objet d'étude pour les gens qui viennent de l'extérieur. Sa popularité, sa célébrité se porte aux quatre coins de l'Empire romain. Et donc un personnage venu d'Alexandrie
prétend vouloir examiner le daimon de Plotin, le génie de Plotin, l'ange gardien de Plotin, ce que les Grecs appelaient à l'époque le daimon, celui qui nous assiste, pour savoir qui était le daimon de Plotin, quel daimon pouvait inspirer une telle sagesse à Plotin, une telle perspicacité, un tel renoncement de soi, puisque Plotin aussi professait le renoncement de soi, le renoncement à la chair, l'abstinence, comme Porphyre d'ailleurs qui a écrit un traité sur l'abstinence. Euh, ce prêtre d'Alexandrie a donc réussi à amener Plotin dans l'Iseum Compens de Rome. L'Iseum Compens était un temple dédié à Isis, à Rome, qui était situé au champ de Mars, immense. L'Iseum Compens l'entrée de l'Iseum Compens était encadrée par deux grandes sculptures extrêmement célèbres. Le Tibre, la personnification du Tibre, d'un côté, et la personnification du Nil de l'autre. Et je crois que le Louvre conserve la statue de la personnification du Tibre, alors que la statue de la personnification du Nil est au Vatican, si je ne m'abuse. Bref, c'était un immense complexe sanctuaire dédié au culte Isiaque qui était à Rome et qui existait depuis le 1er siècle de notre ère. C'est ici que le prêtre a emmené Plotin et il a réussi, dit-on, à invoquer le daimon de Plotin et stupeur, ce n'est pas un daimon qui assistait Plotin, mais c'était un dieu. D'où le caractère divin de Plotin et le caractère extraordinaire et hors de la commune nature qu'avait Plotin. Donc c'est l'un des éléments les plus mystiques de la vie de Plotin. Après, il y a aussi le fait que Plotin arrive à sortir de son corps et à s'unir, à connaître des expériences de sortie de corps, d'union avec la divinité. Porphyre confesse qu'il a connu cette expérience qu'une fois dans sa vie à l'âge de 68 ans, à force d'étudier. Donc vous voyez un peu l'aspect mystique que recouvre le néoplatonisme, l'aspect religieux même en ce 3e siècle de notre ère que recouvre la philosophie. C'est une philosophie qui se fait plus seulement dans un but purement intellectuel, de maîtrise des savoirs, des connaissances et de culture. C'est une philosophie qui devient une règle de vie et qui devient une religion à part entière, un but d'union avec le mystique, de sortie du corps, de l'un. Voilà, Plotin professait la théorie de l'un, l'unité du monde et l'union absolue de nos êtres avec la divinité. Donc voilà, Plotin meurt en 270, comme vous l'avez vu, comme je l'ai décrit dans le début de la vie, de la peste qui avait touché l'empereur Claude de lui-même. Et donc, marqué par les ulcères, il sort de la vie par le truchement d'un serpent, nous dit Porphyre. Et voilà, cette vie a été composée par Porphyre pour introduire l'entièreté de l'œuvre de Plotin, qui reste fondamentale et qui a inspiré le 4e siècle et bien loin encore, et bien loin après. Et Plotin nous dit qu'il a organisé donc tous les 52 traités philosophiques de Porphyre nous dit qu'il a organisé les 52 traités philosophiques de Plotin en 6 Énéades. Pourquoi Énéades? Parce que ce sont 6 groupes de 9 traités. Énéa en grec ça veut dire 9. Donc voilà, c'est pas une référence à l'Énéide de Virgile. Énéade, c'est bien 9 en 6 Énéades. Que dit Porphyre pour expliquer son découpage, puisque Porphyre a retravaillé la forme, qui était certainement catastrophique, puisque c'était des inspirations mystiques et frénétiques de Plotin. Il a retravaillé la forme et a travaillé la classification, parce que Porphyre c'est quand même un érudit, l'un des plus grands érudits du IIIe siècle, dont ses propres écrits, l'Isogogé et tous ses traités ont inspiré la philosophie chrétienne, et en premier lieu Saint Augustin qui a pu redécouvrir le néoplatonisme grâce à Porphyre. Porphyre a succédé à Plotin après sa mort à la tête de l'école néoplatonique de Rome, et il a ensuite été le professeur de Jean Blic, qui a été un autre néoplatonicien qui a dirigé l'école néoplatonicienne de Rome.
On apprend aussi dans la vie de Porphyre que voilà, beaucoup de philosophes adressaient des correspondances à Plotin et un certain Eubule, diadoque d'Athènes, Eubule qui était professeur certainement d'une école néoplatonicienne à Athènes même. Alors voilà comment Porphyre finit la vie de Plotin et comment il justifie la classification qu'il a établie des œuvres des traités philosophiques de Plotin. J'ai donc ainsi disposé en 6 Énéades ces traités qui sont au nombre de 54. En quelques-uns, j'ai inséré des commentaires, mais d'une manière irrégulière, à cause des compagnons de l'école qui nous ont pressés à écrire sur les passages précis dont eux-mêmes voulaient une explication. J'avais en outre rédigé des sommaires de tous les traités en suivant l'ordre chronologique dans lequel ils furent communiqués. Mais dans cette édition, chaque traité est accompagné non seulement d'un sommaire, mais d'un résumé de l'argumentation. Et ces résumés sont comptés comme des sommaires. Je vais parcourir maintenant chaque traité en m'efforçant d'y ajouter la ponctuation et de corriger les fautes qui pourraient se trouver dans l'expression. Aurais-je à m'inquiéter d'autre chose? C'est ce que mon œuvre elle-même montrera. Et les 6 groupes de 9 traités sont classés par ordre non pas chronologique, là comme il le dit, mais en fait par ordre thématique. Et par ordre thématique, le premier groupe des 9 traités, la première Énéade, est consacrée à l'éthique. Voilà, c'est nous dit Porphyre une propédeutique pour nous éclaircir un peu l'esprit, nous purifier avant de passer aux autres Énéades, puisque la philosophie et le classement des œuvres philosophiques est très important, puisque la philosophie doit s'apprendre par paliers, et il faut maîtriser certains paliers pour accéder à des paliers plus élevés. La seconde et la troisième Énéade sont consacrées à la physique. Vous voyez, c'est assez éclectique. La quatrième Énéade est consacrée à l'âme, la cinquième Énéade est consacrée à l'intelligence, à l'intellect, et la sixième à l'un, à ce qui a fait tout le succès de Plotin, à l'un. Et Plotin a connu une très grande postérité, il a eu une très grande influence aussi sur la philosophie chrétienne, et Eusèbe de Césarée, qui a suivi de peu l'existence de Porphyre. Porphyre serait mort vers 305 avant Jésus-Christ. Il a rédigé sa vie de Plotin et édité ses Énéades, les Énéades de Plotin en 301 de notre ère. Eusèbe de Césarée dit que Plotin est un platonicien qui a eu une connaissance de la Trinité. Eusèbe de Césarée fait de Plotin un platonicien qui a eu connaissance du dogme de la Trinité chrétienne par ses expériences mystiques. Et Eunape de Sardes, pour en finir sur la postérité de Plotin, et là j'en finirai aussi avec le compte-rendu de lecture, dit que Plotin a été considéré avec un très grand respect par les siècles qui ont suivi. De ce Plotin, les autels sont aujourd'hui encore chauds. Et ces livres, non seulement les gens éduqués les ont entre les mains et les placent plus haut que les écrits de Platon, mais même le grand nombre plie le genou devant eux, s'il vient entendre, quoique de travers, quelques-unes de ces doctrines. Donc Plotin a une vertu, a redéfini la philosophie de Platon, et Plotin lui-même dit qu'il est revenu à l'essentiel et à l'origine de Platon, pensée de Platon qui, selon lui, avait été tronquée par les siècles. Donc vous avez là un traité philosophique, une vie qui vous manifeste l'effervescence encore grande, l'effervescence intellectuelle du IIIe siècle de notre ère, et de ce moment, c'est vraiment un moment de bascule, un moment d'une importance folle dans la conception des idées, dans l'histoire des idées de notre civilisation, puisque c'est un moment où s'entrechoquent les pensées chrétiennes et philosophiques, platoniciennes, et où le christianisme, comme le platonisme, l'aristotélisme, le stoïcisme, s'influencent mutuellement, et on voit tout l'héritage de ce IIIe siècle dans des œuvres philosophiques chrétiennes comme celle de saint Augustin. Donc, point essentiel, lisez la vie de Plotin pour comprendre un peu la genèse
de la philosophie occidentale, la genèse de l'histoire des idées et, et de la connaissance de notre civilisation.